Dans le débat de France 24 ce soir, on revient évidemment sur la mort d'Hugo Chavez. Le charismatique président laisse derrière lui un pays en deuil. Regardez les réactions dans les rues de Caracas quelques instants après l'annonce de son décès. C'était il y a un peu moins de 24 heures. C'est tellement triste. C'était un grand, notre plus grand commandant, un grand de la révolution. Nous avons perdu quelqu'un de très grand. Ce ne sera vraiment jamais plus comme avant. Et vous regardez à présent les dernières images de la capitale Caracas, les foules qui accompagnent le cercueil du Comandante dans les rues de la capitale. Images retransmises tout au long de la journée sur les chaînes vénézuéliennes. Ce soir, mes invités dressent le bilan de 14 ans de chavisme entre les généreux programmes sociaux financés par la manne pétrolière et les déclarations fracassantes dont il était coutumier. Quel est l'héritage d'Hugo Chavez? On pose la question ce soir à nos invités. Carlos Dascoli nous a rejoint sur le plateau de France 24. Vous êtes avocat, opposant vénézuélien. Merci de nous avoir rejoints. Membre de MOUD, Mesa de la Unidad Democrática, le chapitre France donc de cette coalition de partis d'opposition à Hugo Chavez. Adeline Joffre est avec nous en plateau, doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous êtes également présidente et fondatrice, si je ne me trompe pas, avec d'autres doctorants du GEVENS, un groupe d'études interdisciplinaires, pluridisciplinaires sur le Venezuela. Paula Vasquez va nous rejoindre dans quelques instants. On la présentera à ce moment-là. Alexis Corbière est avec nous également sur le plateau. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche, ici en France, parti qui revendique une certaine proximité idéologique avec Hugo Chavez. Alexis Corbière, qu'est-ce que vous retenez principalement des 14 ans d'Hugo Chavez à la tête du Venezuela? Bon, beaucoup de choses, c'est ce qui fait la force de ce personnage qui a marqué son pays, son continent. Mais je vais résumer d'abord une chose, l'œuvre sociale, indiscutablement. La pauvreté a reculé, l'analphabétisme a reculé. Dans un pays où il y avait pendant des décennies un peuple maintenu dans un état de situation extrêmement difficile. Et cette œuvre sociale, c'est ça qui donne la base sociale forte du président qu'on voit. Et moi, ce qui m'intéresse, donc qui suis du parti de gauche, du parti de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a eu un processus, je vais dire révolutionnaire, qu'on peut discuter, de transformation par les urnes. Il appelle ça la révolution socialiste du XXIe siècle. Oui, mais c'est le par les vocable urnes, employé. j'insiste là-dessus. Moi, c'est ça qui m'a passionné et qui nous a intéressés, c'est qu'à la différence, il y a eu des expériences politiques en Amérique latine, mais le Venezuela et Hugo Chavez, depuis 1999, il y a eu 16 rendez-vous électoraux. Donc ça a voté, revoté, ça a mobilisé le peuple, et ça, c'est très intéressant. Et il a été élu à la présidence, il a gagné combien de fois l'élection présidentielle? 4 fois? Oui, enfin, on va dire 3 fois, parce qu'une fois, il a démissionné pour être réélu après. Enfin bon, voilà. Donc c'était pas un président à vie, hein, de toute façon. Chaque fois, il y a eu des élections, il y a une constitution, il y a une assemblée constituante qui a transformé une constitution qui avant était vermoulue, pourrie. Et donc il a donné des moyens au peuple de pouvoir, y compris révoquer les élus, ce qui n'existait pas auparavant. Mais je répète, moi, ce qui me passionne, parce que je pense qu'il faut à tout moment s'inspirer de ça, de cette mobilisation citoyenne, c'est que par exemple, on a vu, on est passé de 11 millions d'électeurs à 16 millions d'électeurs. Il y a plus de gens qui s'étaient inscrits sur les listes électorales, qui participaient aux rendez-vous électoraux. Et ça, c'est la démonstration. C'est pour ça que c'est une source d'inspiration pour nous, qu'on ne pourra pas mener une politique de gauche sans l'appui du peuple. Et c'est ça qui était la force de Chavez, de ce qu'il appelait après le processus bolivarien, etc. Et on regarde, pendant que vous parlez, les images en direct de la capitale Caracas. On voit l'émotion suscitée, les foules qui accompagnent le cercueil. Carlos Dascoli, vous êtes un opposant à Hugo Chavez. Vous étiez un opposant à Hugo Chavez. Maintenant, vous êtes opposant au chavisme, j'imagine, à l'héritage politique qu'il a laissé derrière lui. Oui, tout d'abord, j'aimerais un peu illustrer votre invité sur le fait que la constitution du Venezuela de 1961 n'était pas pourrie, comme vous l'avez dit. C'est d'ailleurs la constitution qui nous a gouvernés à l'issue de la dictature de 1959, dictature d'extrême droite, donc je ne sais pas si vous le savez, si vous le saviez. En tout état de, oui, je le savais. En tout état de cause, je pense que le bilan de Hugo Chavez, il faut le faire en 2 parties. Tout d'abord, à l'extérieur, où il a effectivement été le porte-drapeau de l'extrême gauche. Il a porté ce drapeau au Venezuela, en Amérique latine et au monde. Que ça plaise ou déplaise, il faut le reconnaître. Donc l'influence à l'international, vous portez ça à son crédit? À son crédit, effectivement. Deuxièmement, il a quand même travaillé pour l'intégration de l'Amérique latine, ce que je peux même juger positif. Mais son bilan à l'intérieur, il est néfaste. Il est catastrophique parce que, contrairement à ce que monsieur dit, au niveau économique, le Venezuela aujourd'hui est une économie ravagée qui ne produit que du pétrole.
Aujourd'hui, au niveau de sécurité personnelle, c'est le pays qui a le taux de criminalité plus élevé de l'Amérique du Sud et parmi les 3 pays les plus élevés de l'Amérique latine. C'est au niveau politique et institutionnel, c'est un pays où il n'y a pas de respect à la minorité, ce qui est très important pour une démocratie, où il n'y a pas de séparation du pouvoir, parce que aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le président est décédé, mais jusqu'à hier, le pouvoir public, que ce soit le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, était au service de l'exécutif. Donc c'était très loin d'être le paradis évoqué. Mais en tout cas, voilà, c'est son bilan. Le paradis évoqué par qui, pardon ? Pardon ? Le paradis évoqué par qui, vous dites ? Par vous. Ah, moi j'ai dit que c'était le paradis. Oui. J'ai dit que la pauvreté a reculé, que l'analphabétisme a reculé, qu'il y a une œuvre sociale. Il n'y avait pas d'analphabétisme avant l'arrivée de Chavez au Venezuela. Ah, il n'y avait pas d'analphabétisme avant l'arrivée de Chavez. Il n'y avait pas de pauvreté. Si, il y avait de pauvreté, il n'y avait pas d'analphabétisme. Donc je comprends. Non, mais là, je parle des indices qui sont pris. Vous avez M. Ban Ki-moon, par exemple, qui rend hommage au président Chavez et qui dit donc tout ça, vous contestez le fait que tous les organismes internationaux qui considèrent que quand même, après on peut discuter, y compris Enrique Capriles qui a mené campagne sur le fait que l'analphabétisme est à mettre au crédit, le recul de l'analphabétisme est à mettre au crédit de M. Chavez. Le candidat que vous avez soutenu a dit qu'il y avait des bonnes choses qui avaient été faites, notamment cette question-là. Vous me laissez parler, excuse-moi ? Merci. Nous avons 2 chercheuses que vous nous connaissez sur les chiffres. Ceci dit, je comprends que vous avez une politique très à gauche et que toute personnage autoritaire, parce qu'il faut pas oublier que Chavez a exercé son pouvoir avec un abus d'autorité qui était quand même... Mais pourquoi, par exemple, vous dites ça ? Illustrez-nous. Oui, peut-être, pourquoi pas, dites-nous pourquoi. Oui, moi, j'ai dit qu'il y a 16 élections. Je vais vous donner un exemple très précis. Oui. Par exemple, un juge qui a osé libérer quelqu'un qui était un processus judiciaire, mais tout simplement le lendemain, M. Chavez est sorti, je veux 30 ans de prison pour cette juge. Cette juge, depuis ce jour-là, est en prison sans procès, les procès n'ont pas eu lieu. Donc ça, il y a des soupçons de corruption, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, messieurs, vous cherchez les images. Alors, je vais vous interrompre un instant. Je voudrais vous lire les phrases d'un édito qui a été écrit aujourd'hui dans le New York Times par journaliste Rory Carroll, qui partage un petit peu votre point de vue, Carlos D'Ascoli, qui dit en dernière analyse, M. Chavez était un très mauvais gestionnaire. Il explique dans son édito que souvent on se perd en conjecture quand on analyse le bilan de Chavez sur la question de savoir si finalement c'était un autocrate ou un démocrate. Et il dit finalement c'est pas ça qui compte, c'est comment il a géré le pays. Il dit en dernière analyse, M. Chavez était un très mauvais gestionnaire. L'héritage de ses 14 ans de révolution socialiste, entre guillemets, est visible à travers tout le Venezuela. La décomposition, le dysfonctionnement et la pauvreté qui touchent l'économie et toutes les institutions de l'État. Alors je voudrais faire intervenir Paula Vasquez qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes anthropologue vénézuélienne, chargée de recherche au CNRS, sur la question de l'économie vénézuélienne. On entend souvent 2 choses qui paraissent contradictoires, qui sont qu'il y a eu effectivement un certain nombre de programmes sociaux en matière d'éducation, de logement, de santé. Les largesses d'Hugo Chavez sont bien connues. Et puis on entend aussi que l'économie est en totale déliquescence. C'est le paradoxe de la situation vénézuélienne actuelle. C'est-à-dire il y a eu un investissement. On a fait un choix d'investir la manne pétrolière au lieu de la réinvestir dans l'économie et de l'injecter par des crédits à des entreprises ou pour renforcer l'industrie pétrolière. On a fait le choix de la redistribuer socialement par les biais des éducations et des programmes sociaux. Ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas oublier non plus que l'État vénézuélien est le principal investisseur dans tous les domaines parce que c'est une économie pétrolière. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est un fait. Hugo Chavez n'a pas su diversifier les sources de revenus pour l'économie. C'était un choix politique, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est une économie dépendante aujourd'hui, surtout des importations, parce qu'on n'a pas investi dans un appareil productif alimentaire, par exemple. Donc les haricots noirs... Madame, que le gouvernement Chavez est en train de discuter justement dans l'agriculture d'investir. C'est un débat ce que vous dites. Que l'économie... Non, ce n'est pas un débat, c'est un fait qu'il y a une pénurie d'aliments et que les gouvernements vénézuélien reconnaît sa totale dépendance des marchés étrangers. Le lait vient de l'Argentine, les haricots noirs viennent du Nicaragua, la viande vient du Nicaragua achetée au Costa Rica, en échange des accords, en échange du pétrole. C'est des accords qui ont été signés avec les pays latino-américains. Toutes les matières premières, y compris la nourriture, doivent être importées à tel point qu'il y a eu des pénuries. Oui, il y a des pénuries alimentaires, des médicaments et alimentaires. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu 2 tentatives de pillage des supermarchés en Provence. C'est une situation récurrente, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de farine et maïs.
Pour faire les galettes de maïs, c'est l'aliment de base des Vénézuéliens. Il n'y a pas d'huile. C'est une situation de pénurie alimentaire. Mais ça, c'est comme ça depuis un moment. Ça, c'est une chose. L'autre chose, que c'est assez paradoxal, c'est justement cette dette très importante de 50% du PIB. C'est quand même assez important. Et l'inflation. Donc, ce qui va hériter les gouvernements qui va suivre, la monnaie vénézuélienne, le bolivar, a été dévalué combien de fois? On a fait un programme d'ajustement structurel les plus classiques en termes néolibéraux assez monétaires, c'est-à-dire on a dévalué la monnaie pour que les gouvernements aient plus de devises pour pouvoir acheter des denrées alimentaires. Et il a ça perdu 90% de sa valeur pendant Et ça fait que que des secteurs très importants populaires, des milieux populaires très attachés à la gauche, soit dans un état de mécontentement politique assez particulier. Vous pouvez le vérifier vous-même dans les sites à Porrea, par exemple. En octobre, on l'a vu, il a été réélu. Vous avez répété ça, vous, qu'il y avait des décrochages des milieux populaires. On a vu une élection où, une fois de plus, où l'opposition s'est fait entendre, a fait des manifestations de masse. Pardon ? La dévaluation de la monnaie, c'était le 9 février. Mais que l'économie vénézuélienne soit confrontée à des difficultés, que la situation ne soit pas parfaite, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il faut remettre en perspective. Je vais poser une question. Est-ce que pour vous, c'est normal que dans un gouvernement dit socialiste comme celui de Chavez, pendant 14 ans, les secteurs qui s'enrichissent le plus, et les chiffres sont là, ça a été les secteurs financiers et bancaires à travers la revente des bons des dettes publiques et de change des dollars qui étaient contrôlés par le gouvernement. Donc vous qui venez ici nous faire un show sur les caractères de Chavez, pourquoi vous me parlez comme ça? Parce que vous venez, vous nous criez, donc je tiens à vous dire, trouvez-vous normal que un gouvernement dit comme socialiste vénézuélienne, c'est l'insulte systématique. Ça a été ça le mépris vis-à-vis de Chavez. C'est un show, c'est un clown. Quand on est de gauche, moi je vous donne mon opinion de conviction. Ce que je vous dis, moi, parce qu'on ne comprend rien à ce pays si on oublie quand même. Ce qui se passe en 1989. Rien à mon pays. Oui, mais vous êtes liés, y compris au parti qui a dirigé ce pays. Vous me l'avez dit vous-même avant l'émission. Je vous le reproche pas, mais vous êtes liés. Vous êtes d'une famille qui a eu des grandes responsabilités et à une scène politique qui s'est effondrée, notamment à partir de 89, ce qu'on appelait le Caracaso, le 27 février 1989, de fortes manifestations dans les rues de Caracas parce que les gens ne supportaient plus l'inflation qui était due aux politiques du FMI qui était imposée, et il y a eu des fortes répressions, près de 3000 personnes qui ont été abattues, notamment par l'armée qui a tiré sur la foule. Et à partir de là, toutes les forces politiques qui avaient soutenu cette politique d'austérité, cette répression, par la suite ont quasiment disparu. Et les deux grandes formations, que ce soit Copey ou AD, qui pendant 40 ans ou 30 ans, vous me corrigerez, ont quasiment disparu parce que les gens en avaient ras-le-bol. Le chiffre que vous venez d'évoquer, pourriez-vous le confirmer avec qui? Les chiffres de Caracas? Parce que je vais vous dire, COFAVIC, c'est une association qui, à l'époque, qui toujours au Venezuela, fait pour les droits de l'homme, n'a toujours pu confirmer effectivement quel a été les taux de victimes, quel était le nombre de victimes. Donc vous confirmez votre chiffre. Alors c'est quoi votre chiffre? Bon alors attendez, là, sur la bataille des chiffres, je suis pas sûr que ça va vraiment renseigner le téléspectateur. Alors déjà, on n'est pas sur un piédestal par rapport aux autres. Vous nous dites les chercheurs, non, mais en revanche, on peut avoir une autre analyse peut-être. Moi, je rejoins Paola Vázquez. Je pense que c'est important de préciser cette notion de choix politique. Et en même temps, je pense qu'il est, on est d'accord ou pas, le Venezuela est dans une situation, mais connaît aussi des problèmes économiques chroniques. Bon, on parle de l'inflation. Je pense qu'on peut analyser ce problème aussi comme étant chronique. Et si on se réfère aux années 70, par exemple, il y a eu des tentatives, contrairement à ce qu'on pense souvent, de réinjection, justement, d'investissement dans le tissu industriel. Et le résultat est que, par manque de planification notamment, cela est tombé en désuétude. Et ça veut dire aussi que Chavez a été l'héritier de cette situation. En revanche, là, c'est un choix de réinvestir, de réinjecter effectivement de l'argent dans ces secteurs-là, ou de confier à la fois des investissements et à la fois des contrats à des entreprises étrangères. Effectivement, c'est un choix politique. C'est aussi réaffirmer des liens à l'international. Et ça aussi, je pense que c'est assez caractéristique du gouvernement d'Hugo Chavez, entre autres. On a parlé du volet économique. On a compris que le bilan était pour le moins mitigé. Mais il y a
une chose qui sous-tend la popularité d'Hugo Chavez. Vous parliez de sa popularité. Effectivement, il a remporté la dernière élection présidentielle. Il y a quelques mois seulement, 11 points de pourcentage d'écart. Le score est quand même très largement favorable à Hugo Chavez. Une des choses qui sous-tend sa popularité, c'est son style. On ne peut pas parler d'Hugo Chavez sans parler de sa verve, des déclarations fracassantes dont il était coutumier, je le disais en introduction. Je voudrais qu'on écoute quelques-unes des saillies d'Hugo Chavez ces dernières années. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Es una pregunta estúpida. Yo no voy a responder estupideces, porque terminaré siendo yo un estúpido también. Tum, 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 tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Donc il faut quand même souligner pour nos téléspectateurs qui ne s'en souviennent pas forcément que ça c'était aux Nations Unies, devant tous les dirigeants du monde. Et pardon, et je corrige, il dit que ça sent le souffle parce qu'à mon avis, le président des États-Unis s'est exprimé. Effectivement, du président George Bush, président américain de l'époque. Cette façon de s'exprimer, ce langage populaire, cette façon à un moment donné d'incarner par une fois quelque chose que tout le monde comprend, y compris celui qui, dans les quartiers populaires, a le moins d'instruction. Voilà, il y a un discours qui lui parle au cœur et à la tête. Et pourquoi? Ça, c'est fabuleux. Pour parler aux pauvres, il faut insulter. Qui c'est qui a été insulté là? Il faut dire des mots. Non, il n'insultez pas, vous savez très bien mais parce que vous dites que pour les populaires, donc il y a une sorte d'assimilation culturaliste, classiste. Non, ça c'est ce que vous voulez faire dire, c'est pas ça que je vous dis. Moi je vous dis, madame, je vais vous dire une chose, mais écoutez-moi et ne me faites pas dire, non mais je vois bien ce que vous voulez faire, je connais ce coup-là, c'est-à-dire ce que je vous dis moi. Je vous fais pas des coups, je suis pas dans la politique. C'est vous qui dites. Je vous dis moi que pour s'adresser, c'est magnifique, c'est magnifique, pour créer l'empathie, il faut de l'humour. Et ce qui est fabuleux dans le discours de Chavez, c'est qu'il y avait l'histoire du pays qui était raconté. C'était un formidable pédagogue. Il était en capacité de capter l'attention, ce qui n'est pas facile. Y compris vous, comme moi, on n'était pas à ce niveau d'attention quand on parle. Il captivait l'auditoire parce que c'était de haut niveau. Franchement, d'un niveau politique bien plus important que ce qu'on voit en France. C'était à la fois on rigolait, à la fois il y a des moments de colère, des moments de passion, de la géopolitique. C'est ça qui faisait l'attention et qui créait cette empathie hors pair, effectivement. Mais pas seulement un pédagogue aussi. Et Alexis Corbière a raison de le souligner. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement reconnaître que Hugo Chavez avait un lien qui était intellectuel peut-être, mais au niveau des tripes instinctifs avec les masses populaires vénézuéliennes? Tout à fait. Disons que, mais il faut quand même analyser les choses. C'est-à-dire une chose, c'est une banalisation d'un discours qui peut promouvoir la violence et qui banalise l'insulte dans l'espace public et que c'est extrêmement compliqué après gérer un espace public dominé par l'émotion, l'insulte et les débordements. Et le Venezuela souffre d'une polarisation extrêmement forte. Il y a des familles déchirées, il y a des exclusions dans les postes de travail, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder d'une manière sereine. Voilà la preuve. On s'exalte, on dit tout de suite c'est magnifique ou c'est horrible. Je ne pense pas que M. Corbière soit le résultat de 14 ans non, de mais Chavez. Non, mais il représente très bien la polarisation. C'est-à-dire que vous êtes une observatrice fine, vous savez très bien que devoir vous interrompre. C'est la question de la polarisation. Dès qu'on entend quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, on se sent, avec l'autorité donnée par le président, de sauter dessus et les diminuer et les rabaisser par les voix de la diminution et du mépris. Paula Vasquez, ça s'est installé dans l'espace politique. Et on approfondit cette conversation dans la deuxième partie du débat. C'est dans quelques instants. Restez avec nous sur France Bleu.